Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Les attractions, des fois, ça peut marcher entre les astres, ça peut marcher entre la Terre, la Lune, avec Mars, mais ça peut aussi marcher avec une brebis et un petit chien. Ne vous y trompez pas. Nous sommes bien en presque direct pour un problème de connexion. C'était un enregistrement. Et là, nous avons l'énorme privilège d'être accueillis par une personne qui, pour le coup, je parlais d'attraction terrestre. Manifestement, on y est retourné sur la Terre. Je suis avec Monsieur Favier, Jean-Jacques, c'est ça, je ne me trompe pas, Jean-Jacques Favier, qui est un... Alors, il y a plusieurs façons de dire maintenant autour du monde. Il y a des cosmonautes, des astronautes, des spationautes et même il y a des taïkonautes. Mais nous, quand on est français, européen, on dit qu'on est des astronautes. Alors, tout dépend. Si on a volé avec les Américains, on est un astronaute. Okay. Si on a volé avec les Russes, on est plutôt un cosmonaute. D'accord. Et vous, il y a un petit nasal. Alors, vous avez volé avec qui? Vous, c'est astronaute. Oui, absolument. Magnifique. Alors, je suis un peu en dessous de vous. Venez avec moi, là, on va se promener. Alors déjà, pour que les spectateurs vous connaissent un petit peu mieux, c'était quoi? Comment ça s'est passé pour vous? Faire le tour de la Terre, quand même, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Non, et c'est un long périple. En fait, j'ai été sélectionné une première fois par l'Agence spatiale française, le CNES, en 1985. En même temps que 6 autres collègues. Puis après, je suis allé à la NASA parce qu'en fait, j'étais trop grand pour entrer dans le Soyouz. Donc les Russes m'ont dit, il ne pourra pas voler avec nous. Ça, c'est ce qui s'est dit. J'ai cru entendre. On m'a soufflé que la 2 chevaux avait le volant trop près du siège. Oui, et j'avais les genoux dans le tableau de bord. Venez avec moi, on va se promener un petit peu. Alors du coup, ça s'est passé comment ce voyage ? Donc, je suis allé à la NASA, j'ai été sélectionné par la NASA en 1992, d'abord comme doublure, c'est comme ça, c'est l'habitude américaine. Donc, pour une première mission, jusqu'à la dernière visite médicale la veille au soir du vol, le numéro 1 était bon pour le départ, donc je l'ai laissé partir. Par contre, la NASA m'a mis numéro 1 sur la mission suivante, donc 2 années d'entraînement en plus, et en 96, finalement, je m'envole. Et c'est là, voilà, à bord de la navette Columbia qu'on voit ici. Tout est mythique quand même dans cette affaire. Hein. Oui, tout à fait. Donc c'est le pas de tir 39A à Cap Canaveral. C'est le pas de tir dont partaient les Saturne V vers la Lune. Ah mais là c'est l'histoire de l'espace quoi. C'est l'étoffe des héros là. Hein. Ah, c'est vraiment, oui, c'est très mythique. Et ce pas de tir maintenant donc a été modifié, mais il est toujours au même endroit et il est utilisé par SpaceX pour sa Falcon 9. Alors SpaceX, pour les spectateurs qui connaissent ou pas, Elon Musk, c'est un personnage totalement visionnaire. Après, je ne vais pas rentrer dans des débats politiques ni autre chose, mais c'est lui qui a envoyé une voiture, une Tesla dans l'espace avec un astronaute, avec un mannequin et qui écoutait, qui écoutait avec son GPS où c'était marqué dessus. Oui. Donc, tout va bien, n'aie pas peur, ou je ne sais plus comment c'était en anglais, mais... Oui, donc Elon Musk est assez fantasque, mais c'est effectivement un visionnaire. C'est ça que j'apprécie le plus chez lui. Il a révolutionné, on peut le dire, le mot n'est pas trop fort, le monde du spatial, avec une conception de la fabrication des fusées différente de celle des agences comme la NASA, comme l'ESA ou comme le CNES, et qui lui a fait gagner beaucoup d'argent et qui a fait donc pas mal d'économies pour le programme. Tout à fait. Et ce qu'il faut dire pour les spectateurs, c'est que ce sont des fusées, tout du moins des lanceurs, qui reviennent sur Terre pour certains. Récupérables. Et le premier étage, c'est 80% à peu près du coût de la fusée, donc il récupère énormément de choses. Et il les fait voler entre 12 et 15 fois, hein, vous voyez. Donc, ce qui est complètement fou, c'est qu'il y a des boosters, il y a une centrale, c'est ça, et qu'il y a un des éléments qui revient sur une plateforme en mer. Autant vous dire que tenter de se faire reposer un élément d'une fusée, d'un lanceur, sur une plateforme en mer, avec l'océan qui bouge, sur un truc qui est gros comme un confetti, et puis voilà, et puis plus la gîte et tout ça. Donc une fusée qui a la forme d'un crayon, donc un facteur de forme qui n'est pas vraiment prévu pour la stabilité, etc. Donc au début, il a eu un certain nombre d'échecs, mais contrairement à la devise de la NASA, vous savez, on n'a pas le droit à l'erreur, failure is not an option, ce qui a sauvé les astronautes d'Apollo 13 quand même. Hein. Et bien lui, il dit, ça peut arriver, donc on tente le coup quand il n'y a pas d'homme, bien sûr, en danger dans la boucle.
Et donc il a raté 2-3 atterrissages sur des plateformes en mer. Et maintenant qu'il maîtrise bien son affaire, il les fait atterrir au sol à Cap Canaveral. J'ai assisté au premier lancement de Falcon 9. Donc ici on est en Floride, hein, vous avez probablement... Tout à fait, il y a Cap Canaveral qui est là-haut. Ah ouais, absolument. Et en ce moment, d'ailleurs, il y a Thomas Pesquet qui doit y être avec notre ami Nicolas Maubert, si vous voyez qui je veux dire. Oui, Qui représente le CNES aux États-Unis, qui est un ami en fait. Oui. Thomas était à Paris encore hier parce qu'il y avait la grande réunion de l'IAC. Mais c'est sûr qu'il voyage beaucoup, c'est ce qu'on appelle... Parce que là, il y a un grand lancement qui est... Voilà, enfin, en ce moment, il se passe des grandes choses dans le domaine du spatial. Oui, alors on attend le lancement qui a été déjà reporté 2 fois de la grande fusée qui prend le relais de Saturne V, celle qui a permis en fait aux Américains d'allunir. Donc c'est une nouvelle grande fusée qu'on appelle SLS et qui est encore en phase de mise au point. Donc elle va partir en octobre, je pense, mais sans astronaute à bord dans un premier temps. Et il faut le dire, ça sera la plus grosse fusée jamais lancée pour l'instant. Hein. Oui, tant que Elon Musk va lancer... Pour l'instant, c'est pour ça que j'ai dit pour l'instant. Oui, c'est ça, parce que le mois d'après, Elon Musk va lancer la sienne, Starship, qui est encore plus grosse que SLS, que de la NASA. Bon, comment s'appelait le premier chien dans l'espace? C'était Laika, non? C'est pas ça? Oui. Et voilà. Et alors là, ici, c'est Gibraltar, non, par hasard? Oui, absolument. C'est facile à reconnaître. Alors, toutes ces photos, c'est moi qui les ai prises. Donc j'ai ma place. Alors, alors venez avec moi. Justement, là, on a un peu raconté brièvement un peu du spatial. Quand même, avant tout, c'est pour vous. C'est bien que la technologie avance, que un des objectifs, c'est d'aller sur la Lune, d'aller sur Mars, pourquoi pas, etc. Vous, alors donc, c'est vous l'auteur. Vous êtes resté déjà combien de temps dans l'espace? 17 jours. C'est la mission la plus longue des navettes, parce que les navettes ne sont pas faites pour rester comme la station spatiale des mois et des années. Donc 17 jours, c'est le record de durée d'une mission navette. Alors, évidemment, vous avez été préparé. Par rapport à la station. Hein, donc, oui, dedans, il faut arriver à se supporter. C'est grand comme un camping-car pour 5 personnes, on va dire. Seulement, bon, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser la 3e dimension, donc on peut passer les uns au-dessus des autres, etc. Mais c'est quand même très confiné et il faut bien s'entendre avec le reste de l'équipage. Alors, ce que disent un peu toutes les personnes qui sont allées comme ça dans l'espace, effectivement, il y a beaucoup de choses pour le confort, mais une des choses qui est un peu compliquée, c'est les odeurs. Oui, absolument. Donc l'organisme dans l'espace est modifié, un certain nombre de fonctions le sont. On perd le goût, par exemple. Hein, donc quand vous mangez, si vous fermez les yeux, vous ne savez pas ce que vous mangez. Par contre, l'odorat est maintenu et même affiné. Or, on aurait préféré que ce soit l'inverse. Parce que c'est très confiné, les toilettes sont juste derrière un rideau à côté de l'endroit où vous mangez ou faites votre toilette. Donc, faut s'y faire, quoi. C'est du camping vraiment très rustique. Hein. Alors, pour parler des belles choses quand même, parce que même si on est préparé, même si vous aviez déjà vu à l'époque des photographies de la Terre vue d'en haut, là c'est quoi? C'est 400 mètres d'altitude, un peu plus, non? 400 km. Pardon, excusez-moi, vous m'aviez compris. 400 km, c'est comme l'ISS, hein, c'est voilà. 340 et 400, oui. Voilà. Même si on est préparé un petit peu et qu'on sait ce à quoi s'attendre, j'imagine qu'on s'attend. On est quand même surpris de voir cette planète bleue, non? Oui, absolument. Donc c'est une des plus belles découvertes. Oui, absolument. Donc comme vous le dites, on est habitués tous maintenant par la télé, par des films. Donc on a tous vu des photos de la Terre, vu de l'espace. Mais quand on le voit avec ses propres yeux, c'est encore autre chose, je peux vous dire. Hein. Donc il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas forcément, bien qu'on ait des cours de géographie, etc. En tout sens, le fait simplement que la navette peut être dans une attitude de vol qui n'est pas celle qu'on attend. Ça ressemble un peu à un avion, donc on croit qu'on vole comme un avion. Donc si on va au hublot, on va trouver la Terre en bas. Non, si on est sur le dos ou en marche arrière, la Terre elle est au-dessus ou sur le côté. Les continents n'ont pas la même forme que ce qu'on a appris dans les atlas. Donc là, par exemple... Et puis d'ailleurs, pour le coup, l'Europe n'est pas au centre de la carte. Oui, non plus. Et donc là, c'est cool. J'aime beaucoup celle-là parce qu'elle est relativement rare. C'est un lever de soleil. Vous voyez, le soleil est là-haut. Un lever de soleil sur l'Atlantique Nord. Les taches blanches, ce sont les nuages. Hein, et l'océan est en dessous. Et donc, c'est qu'une partie de la photo que j'ai prise parce qu'on voit très bien la séparation jour-nuit. Donc la ligne, une partie éclairée et l'autre dans l'ombre. Et ça, c'est assez exceptionnel.
Combien de levées couchers de soleil par jour chez vous? Donc, Enfin, en 24 heures, on va dire, parce que les gens... oui, en 16 par 24 heures. Donc moi j'ai fait 272 orbites, donc j'ai vu 520 levées et couchers de soleil. C'était des orbites qui étaient tout le temps les mêmes ou c'était plutôt une espèce de configuration qui vous a fait faire tout le tour de la Terre dans tous les sens? Alors on fait le tour de la Terre, on se met en orbite circulaire autour de la Terre. La station spatiale aujourd'hui aussi en orbite circulaire autour de la Terre. Donc sur une orbite qui est inclinée par rapport à l'équateur et qui dépend en fait de l'angle de lancement. Donc nous étions sur une orbite inclinée à 39 degrés par rapport à l'équateur, ce qui fait que tournant sur ce cercle-là, et la Terre tournant sur elle-même en même temps, eh bien, on passe au-dessus de tout ce qui est compris entre la latitude 39 nord et 39 sud. Dans toutes ces photos. Mais on voit aussi à peu près 2000 km de part et d'autre sur l'horizon, donc on voit une bonne partie de la Terre. Alors, il y a des moments, quand on passe au-dessus... Vous passiez au-dessus de la France ou pas trop? Si, puisque... Non, 39 un peu loin, quoi. C'est Madrid-Rome à peu près. Mais on voyait la France quand même. Donc on va voir la Corse par exemple, très bien. Là c'est la Sicile avec l'Etna qui fume, là, vous voyez. Ah oui, d'accord, ils n'avaient pas éteint le barbecue, là. Et ça doit être... qu'est-ce qu'on se dit quand on passe comme ça au-dessus d'un vaisseau spatial, au-dessus de l'Europe, au-dessus de la maison, ou voire même au-dessus des lieux qu'on a pu fréquenter un jour en vacances ou professionnellement parlant? Bon, on sait toujours, grâce au GPS, on sait exactement où on se trouve par rapport à la Terre. Donc si on veut être là pour voir sa ville ou son lieu de vacances, il faut être là au bon moment parce que une seconde après, on a déjà fait 250 km, donc ça va très très vite. Mais on arrive à reconnaître les endroits qui nous intéressent. La Sicile et Ajaccio, par exemple, comme ici avec la Corse et l'Italie. Voilà, donc on va à la Sardaigne, là, d'ailleurs, au premier plan. La Sardaigne, pardon. La Sardaigne ici, la Corse. Ça, c'est la Côte d'Azur, ici, là. Et là, l'Italie et l'île d'Elbe, d'ailleurs. Et les plus gros détails que vous ayez vus, vous, de votre côté, c'est quoi? C'est de quel ordre? C'est Parce qu'on a des télescopes aussi, hein, mais donc à l'œil nu, on arrive à voir... on voit très bien les rivières, on voit très bien les villes illuminées la nuit, donc les boulevards, etc. Moi, je voyais, quand je passais au-dessus de Houston, je voyais très bien les lumières du périphérique que je prenais pour aller de chez moi à la NASA, donc pour vous dire à l'œil nu. C'est hallucinant. Ah oui, absolument. Après, vous prenez les télescopes et vous avez une définition d'une dizaine de mètres, quoi, facilement, quoi. Et alors, quand on est comme ça dans ce vaisseau, j'imagine qu'il y a des missions à remplir, parce que vous êtes un scientifique à la base. Si je suis scientifique, moi. Hein, oui, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes scientifique. Donc, la responsabilité du laboratoire scientifique, c'est une mission où il y avait un laboratoire scientifique et dans la navette, ben voilà, la navette, c'est moi qui ai pris ces photos. Cette fois, vous avez reconnu, j'imagine. Non, attendez, j'y suis pas encore. Je voyais l'arrière de la navette avec les tuyères, là. Ouais. Et alors, là, tout de suite... Une fraction de seconde. Ça, c'est la Méditerranée. D'accord. Ça vous dit rien? En fait, moi, je suis plutôt de la Manche et de l'Atlantique, donc c'est pour ça que... Ah, d'accord. C'est Israël, hein, c'est la mer Morte, ok, d'accord. le lac Tibériade, Jérusalem ici, voilà, ça c'est Haïfa, et à partir de là, c'est le Liban. D'accord, là, c'est une zone géographique que je ne connais absolument pas. J'aime bien cette photo parce qu'elle montre au premier plan notre vaisseau spatial. Donc dans la soute, là, qu'on ne voit pas ici, il y avait un laboratoire européen qui s'appelle le Space Lab, et j'avais la responsabilité de ce laboratoire. Je m'occupais des expériences, presque toutes les expériences du Space Lab. Donc, dans les expériences qui peuvent être racontées au grand public, dans les grandes lignes, ça pouvait être quoi? En fait, on avait deux disciplines essentielles. Parce que la mission s'appelait Life and Microgravity Space Lab, donc un Space Lab sur les sciences de la vie et les sciences de la microgravité. Donc ça, c'était plutôt mon domaine, la physique, donc des manips de fabrication de cristaux, d'alliage, etc. Et puis, côté Life, c'était beaucoup la physiologie humaine.
pour savoir justement si on pouvait s'orienter vers des missions plus longues, comme pour la station spatiale avec 6 mois, voire plus, et préparer aussi les missions vers Mars, où il faudra aussi rester très longtemps. Donc je servais comme cobaye aussi pour ces manips-là. Ouais. Comme Thomas Pesquet qui est plus actuel, vous êtes des cobayes haut de gamme quand même, hein, messieurs. Excusez-moi. Oui, mais bon, je peux dire que j'ai donné mon corps à la science. Il y a des séquelles résultats, non? Sur moi, je pense pas. Moi, je m'en suis pas rendu compte en tous les cas. Je pense que ça fait quand même progresser un certain nombre de choses parce qu'on nous a fait des biopsies musculaires, des choses comme ça, pas très marrantes, mais qui ont servi à préparer la suite et qui servent aussi. Ça, faut le dire. Toutes les recherches sur cette physiologie des astronautes servent aussi à faire progresser des traitements pour des gens qui, au sol, dans les hôpitaux, sont atteints de maladies ou de maladies qui sont similaires à celles que les astronautes rencontrent. Par exemple, on perd du calcium dans l'espace et donc il y a tout un programme de lutte contre l'ostéoporose qui est en fait utilisé maintenant dans les hôpitaux pour les personnes âgées. Je pense qu'on peut passer à droite pour continuer un petit peu, puis je vais vous rendre quand même, vous êtes ici à Photobrac, on va vous retrouver tout à l'heure pour une conférence, c'est ça, hein? C'est ça, oui. Conférence, alors c'est quoi, on y retournera ou pas sur la Lune? Oui, je vais expliquer justement où on en est, ce qu'on a fait jusqu'à présent vers la Lune. Et pas uniquement, je me suis amusé à comparer en fait ce que Hergé avait prévu avec Tintin, tout le monde connaît bien. La petite fusée rouge et blanche. Voilà, exactement. Et ce qui s'est réellement passé. Mais donc Hergé avait anticipé, intuité, alors qu'il n'y avait eu aucune expérience, à peu près 10 ans, voire 15 ans avant, ce qui s'est fait réellement. Et donc je parlerai aussi de mon expérience très rapidement. Et je parlerai aussi, enfin de ce qui nous attend avec le retour sur la Lune. Oui. Méliès aussi d'un autre côté de la Terre à la Lune ou d'autres visionnaires comme ça qui ont pu faire des choses, sauf que vous l'avez vécu. Et alors ici, là, ce sont des photographies du sol martien. Hein. Du sol martien. Donc il y a 2 grands rovers américains avec des expériences donc françaises, dont celle dont s'occupe mon ami Sylvestre Maurice. On va le rejoindre d'ailleurs tout de suite. Donc il y a Persévérance qui a atterri il y a 3 ans maintenant, qui est en fait de même que le précédent, Curiosity, c'est l'équivalent quand même d'une Clio en taille et en masse. Donc on est arrivé à faire, comment dit-on, atterrir sur Mars. Non, mais c'est pas rien, parce qu'il faut se rendre compte que quand même c'est une mission incroyable. Et puis vous avez dit il y a 3 ans, mais ça a été imaginé il y a 15 ou 20 ans tout ça. Oui, Sylvestre vous le dira mieux que moi, mais effectivement ça s'anticipe. Donc celle-ci c'est Curiosity, donc c'est celui d'avant, donc qui depuis 10 ans en fait fonctionne donc se déplace sur Mars, hein, avec des instruments français, en particulier ChemCam, qui est ici, là, qui permet en fait à distance d'envoyer un laser qui vaporise la roche, et cette vapeur est analysée par un spectromètre qui permet de savoir quels sont les éléments que l'on trouve sur Mars. Quoi. Comment on fait pour communiquer avec la Terre quand on est si loin? C'est quoi la technologie de communication? C'est pas de la radio, c'est quoi? Si, c'est la même, c'est de la radio, sauf que en fait, compte tenu de la distance, puisque on est à 1 million de kilomètres, si vous dites à un astronaute supposé être sur Mars, ne bouge pas, attends le temps. Il entendra votre message 10 minutes après et il vous répondra bonjour. Donc 20 minutes après, vous aurez eu le retour de votre bonjour. Donc mieux vaut... oui, en fait, quand vous dites bonjour au petit déjeuner, vous êtes déjà au souper, quoi. Pas tout à fait, mais il y a 20 minutes pour l'aller-retour. Oui, puis alors du coup, c'est comme c'est un échange, ça fait 30 avec le... Voilà. Donc ça veut dire une chose qui est évidente, c'est que en fait, il va falloir que les astronautes soient encore plus autonomes dans leurs décisions, dans leur mode de vie, etc. sur Mars, parce qu'ils ne pourront pas demander la permission à la NASA à Houston toutes les 5 minutes comme on le fait depuis la station spatiale. On peut pas, j'imagine que vous ne nous avez pas attendu, mais on ne peut pas imaginer une communication à la vitesse de la lumière avec un système par lumière, justement? En fait, c'est en fait des télécommunications, donc c'est des ondes électromagnétiques qui se déplacent à la vitesse de la lumière. Mais compte tenu de la distance, il y a un temps incompressible. Il y a un temps de latence de 10 minutes quand même. D'accord, il va falloir qu'on aille peut-être un jour trouver autre chose. Merci infiniment. T'es impressionnant. Alors, vous sauvez pas. Hein.
C'est la fille de Nathalie, c'est pour ça. Bon, Enchantée, du coup, on s'est pas encore vu. voilà. Et c'est extraordinaire comme ça d'être à Photobrac et puis d'être relié comme ça au monde, à l'univers même, je dirais. Ah bah oui, c'est exceptionnel d'avoir des photos qui sont jamais sorties avant, qu'on a là l'occasion de découvrir sur Photobrac, sur Nazminal, sur l'Aubrac, un peu perdu au milieu de nulle part et d'avoir l'inaccessible à portée. Au milieu de nulle part, hein, quand Voilà, on est sur ces planètes. exactement. C'est pour ça, donc on retrouve un peu. Évident, là, hein. On est ravis. On est ravis, c'est ça, c'est le mot. Merci infiniment. Je vais vous rendre à vos obligations. Et puis, c'est Sylvestre, hein, c'est ça? Alors, peut-être. Pardon? On se retrouvera peut-être tout à l'heure pour la Oui, conférence. bah ça, on se retrouvera. On va pas se perdre de vue de toute façon. Puis, je sais pas si vous aviez tout à l'heure, vous étiez occupé, mais j'ai habité pendant 7 ans à Kourou. Oui, vous m'avez dit ça. Ouais, tout à fait. Donc j'ai vu en tant qu'habitant à Kourou les fusées décollées. On est dans un monde qui est totalement surréaliste. Voir des fusées décollées, c'est pas donné à tout le monde de voir des fusées décollées au petit déjeuner le matin. Oui, absolument. C'est plutôt le soir d'ailleurs. Merci infiniment, merci pour votre gentillesse. Alors, tout à fait, Sylvestre. Alors, Nathalie, c'est toi mon maître du temps. Et tu me le laisses combien de temps, monsieur Sylvestre? Non, mais tu as du temps, tu as un peu. Enfin, voilà. Bon, bah, c'est génial. Alors, là, on vient de faire le tour de la Terre. Bonjour, la petite télévision lozérienne. Quand nous, ici sur Terre, on dit on mange à Mars, c'est une barre chocolatée, mais vous, c'est carrément une autre dimension. Ouais, nous, c'est carrément en 3 dimensions. Et j'aime cette exposition, cette étable, parce que c'est une étable à 2 couleurs. Alors, il y a la couleur bleue, celle de la Terre, et que je pense Jean-Jacques Favier vous a très bien exprimé, parce qu'il a eu la chance de prendre du recul, ce qu'on appelle l'overview effect, de se dire, voilà, je prends du recul. Et puis, il y a la deuxième partie qui... On y va, venez, vous allez nous expliquer un peu, c'est votre maison à vous, là. Oui, m'habiter chez moi. Oui, tout à fait. Alors, on va aller sur votre terrain de jeu, entre guillemets. J'imagine. Comment vous êtes arrivé à faire ce métier comme ça quand vous avez le retour, le recul, vous revoyez le petit garçon il y a quelques années en arrière, est-ce que vous auriez imaginé qu'un jour vous alliez titiller jusqu'à Mars? Ah non. En fait, je me voyais dans l'espace, mais aucune idée où. L'enfant se voit astronaute. Alors on a la chance ici d'avoir un astronaute, un vrai, donc ça c'est exceptionnel. Peut se voir astrophysicien sans savoir ce que ça veut dire. Et ça a mûri, ça a pris du temps, les études, le travail, jusqu'à me trimballer sur les planètes. Ça peut être sur Mars. J'ai beaucoup traîné sur Saturne. D'ailleurs, j'ai commencé ma vie sur Saturne, ma vie scientifique. Et puis après, je suis allé sur Jupiter. Je me souviens d'un petit détour par Mercure. Je suis passé une première fois vers Mars. J'ai passé beaucoup de temps sur la Lune. J'ai beaucoup aimé la Lune. On repart en ce moment vers la Lune et ça me plaît beaucoup parce que c'est une très belle science que j'ai pu vivre là-bas. Et puis finalement, j'ai fini par atterrir sur Mars. Alors, avant d'atterrir sur Mars, vous avez dit vous êtes allé sur telle et telle planète. J'imagine c'est avec des télescopes, avec des photographies, des choses comme ça. Vous avez étudié... N'étant pas astronaute, malheureusement, c'est via l'intermédiaire de petits robots. Alors, si on s'approche... Alors vous êtes de 66, je vois sur le papier, on est de la même année, alors on n'a pas du tout fait la même... Bon, on a chacun son parcours. Ah mais j'adore le mien aussi, ouais, je vous rends compte du coup. Et donc ici, c'est un des robots qui est sur Mars. En ce moment, on en a 4 à la surface de Mars, 3 qui roulent et 1 qui est fixe. Et celui-là, c'est un peu presque l'ancêtre maintenant, Curiosity. Technologie de quelle époque? Les années 80? Oh, c'est des technologies, alors ça c'est Persévérance, mais quand on développe nos véhicules, Curiosity, il s'est posé en 2011, on l'a construit en 2005, donc la technologie dès la fin des années 90. Ah quand même, c'est vieux, non, c'est vieux. C'est ancien, mais c'est quand même assez rapide. Il y a plus de modernité dans votre téléphone que dans nos objets qui sont dans l'espace. Simplement, votre téléphone, il ne tiendra pas la vibration de la fusée, le choc, le froid, le chaud, les radiations. Il ne tiendra pas l'environnement. Il faut savoir que l'environnement spatial est hostile. Il fait très très chaud, très très froid, et nous on doit dessiner nos véhicules pour supporter ces conditions, l'ultra-vide par exemple ou les radiations. Et donc on a de la vieille technologie très robuste, pas forcément neuve, mais qui a une fiabilité extraordinaire. Tout à fait. Et puisque les personnes ne savent pas forcément, vous parliez de la Lune, le sol lunaire, me semble-t-il, le sol est excessivement abrasif. Alors, c'est abrasif parce que pour la Lune, c'est le résultat des impacts des météorites qui vont casser le sol. C'est aussi très chaud
Dans la journée, il peut faire 200 degrés, le sol. C'est très froid la nuit. La nuit, il fait plutôt moins 200. Vous voyez l'écart extraordinaire. Alors, le jour de la Lune dure 14 jours terrestres. La nuit dure 14 jours terrestres équivalents. Et donc, on a des périodes très chaudes, très froides, et ça s'alterne depuis des milliards d'années avec des météorites qui tombent du ciel. Donc, ça fait un sol un peu particulier et avec de la très fine poussière qu'ont rencontré les astronautes. Tous les milieux qu'on a pu trouver dans le système solaire, qu'ils soient sur Mars, sur Mercure, sur la Lune, sur Jupiter, partout, sont hostiles. Il n'y a qu'un seul milieu, et ça c'est important peut-être de le dire, il n'y a qu'un seul milieu qui est possible, agréable, sur lequel on peut vivre, c'est la Terre. Et oui, et on peut sans nul doute imaginer que dans d'autres univers des terres, il y en a d'autres. Alors, on peut imaginer qu'il y en a d'autres. Pour l'instant, ils ne sont pas très accessibles, ces autres terres. Mais on peut aussi retourner le problème en se disant, bien écoutez, les astrophysiciens que nous sommes avons cherché partout, dans l'univers accessible, il n'y a qu'une Terre. Et il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de Terre 2.0. Et on doit se retourner vers les jeunes en disant, bon, nous, on a peut-être fait n'importe quoi, mais vous, les jeunes, voilà, la Terre, c'est votre vaisseau, protégez-la, parce qu'on peut vous dire que c'est très beau d'aller sur Mars, c'est très beau d'aller sur la Lune, mais ce n'est pas là où on va vivre. Peut-être qu'un jour, je le souhaite, suite à ces robots, là, vous voyez une roue de persévérance qui est maintenant sur Mars. On a nos machines. Nos machines, c'est un peu nous, on est derrière, on les pilote. Peut-être qu'un jour, on est des astronautes. Quand vous pilotez une machine depuis la Terre, votre collègue tout à l'heure nous disait, Monsieur Favier, qu'il fallait quasiment, je ne sais pas si c'est sur Mars, mais au moins une dizaine de minutes avant que l'information arrive, voilà. C'est ça ? Donc, on prépare l'information, on envoie les commandes. La commande, c'est quoi ? C'est un programme d'ordinateur. On lui dit, demain, tu dois déployer le bras, tu dois creuser, tu dois rouler, tu dois tirer au laser. On écrit notre code, il va être vérifié, revérifié, il passe dans des antennes, les antennes vont l'envoyer vers Mars. Là, ça peut mettre 10 minutes, c'est vrai, 10 minutes, c'est possible, il reçoit le code 10 minutes plus tard, et après, il travaille, il fait ce qu'on lui a dit, puis on lui a dit dans ces trucs, il dit, tiens, à 5 heures du soir, tu envoies les données en l'air. Et là, il y a un satellite qui les attrape, qui se retourne, qui tourne autour de Mars, qui va voir la Terre, qui les envoie, et nous, les données reviennent. Mais typiquement, on a une durée totale de 24 heures. Entre le moment où on envoie une commande et on a le résultat, c'est 24 heures. Alors, qu'est-ce que vous y cherchez sur Mars ? Qu'est-ce qu'on y cherche ? Mars, c'est une planète on voit très bien sur cette image. C'est l'Aubrac, ça, non ? Comment ? Ça aurait pu être l'Aubrac. Il y a un peu d'Aubrac sur Mars, ou il y a un peu de Mars dans l'Aubrac, je ne sais pas lequel des deux. C'est-à-dire c'est très minéral, avec une planète qu'on va décliner en couleur rouge, ocre. Alors c'est surtout dû à l'oxyde de fer. Des roches qui sont façonnées par le vent. L'Aubrac, c'est plutôt par l'eau, soyons très honnêtes. Et l'Aubrac est façonné par la vie. La vie est partout, et c'est une bonne chose pour nous. Et malheureusement, sur Mars, il n'y a pas de vie aujourd'hui qu'on ait pu trouver. Mais on n'exclut pas que dans le passé, il y a eu la vie, il y a peut-être 3,5 milliards d'années, 4 milliards d'années. Et c'est ça, la thématique de notre recherche. Les traces de vie, y a-t-il eu un jour de la vie sur Mars ? Alors vous voyez, sur cette belle planète, on va s'approcher des rochers, on va les sonder, on va creuser une roche, donner un petit coup de pelle dans le sable, s'approcher de ces très beaux effleurements que vous voyez ici, étudier. Et ça, c'est loin en distance ? C'est quelle hauteur ? Ça fait à peu près 60 mètres et c'est à quelques kilomètres. Donc ça, c'est pas très gros. Donc ça, ce sont des visions qu'on a au sol. Alors, on prend des photos. Ici, on est dans un festival de photos. On est devenus, avec le temps, des spécialistes de la photo. Étonnamment, nos qualités de photos sont moins bonnes que ce que vous pourrez faire sur Terre. On a des appareils bien meilleurs ici. Les nôtres sont un peu particuliers. Et alors, on a deux types, globalement, de photos. Les photos au sol et puis les photos en orbite. C'est-à-dire que ça, c'est une caméra qui est à bord de MRO qui fait à 400 km d'altitude une photo. Parce qu'en fait, ce petit robot, là, il est accompagné en permanence On a des orbiteurs et on a des véhicules au sol. Les orbiteurs, en ce moment, on en a 8. 3 Américains, 2 Européens, un Indien, un Chinois et un véhicule des Émirats Arabes Unis. Voilà, on est tous en orbite. Et en orbite, vous prenez une photo.
à peu près 400 km, une très belle photo, comme ça, où on peut voir des écoulements, ici des éboulements plutôt de roches. Et ces photos ressemblent un peu à ce qu'on voit dans la deuxième partie de l'exposition, où Jean-Jacques, quand lui était à bord de la navette, pouvait prendre des photos du sol. Ça, c'est des photos d'orbite. On a comme ça des photos d'orbite qui sont forcément des photos avec des très très grandes échelles. Ici, un cratère d'impact que vous voyez, qui a généré plein de petits impacts secondaires. Donc ça, c'est une vieille vision. Là, vous êtes en orbite. Et puis, quand on a la chance d'être au sol, eh bien, nos véhicules, eh bien, ils se posent. Et là, ils sont sur roues. Alors, ici, c'est la mission Curiosity qui passe une dune de sable. La dune est à peu près haute, 70 cm. Attendez, je vous coupe un dixième de seconde parce qu'il y a ce jeune homme que vous avez peut-être vu qui fait des grands yeux et qui vous regarde depuis tout à l'heure. Jeune homme, est-ce que tu sais ce que c'est les photographies qu'on voit ici? C'est des planètes. C'est des planètes. Tu sais laquelle? Mars. Eh bien, alors, je vais Vas-y, monsieur va t'expliquer. Tu vois ce robot? Oui. Alors, on va regarder ce robot. Ce robot, il s'appelle Curiosity. Alors, on l'a posé sur Mars. T'es dans quelle année, toi? 2014. Bon, on l'a posé en 2011. Ah oui. Enfin, non, 2012, pardon. Il est lancé en 2011, arrivé en 2012. Bon, tu vois, t'étais pas né. Donc, ça fait 10 ans qu'il est sur Mars. C'est une voiture. Il a la taille d'une voiture. Tu vois combien de roues il a? Compte les roues. 6. Il a 6 roues, exactement. Tu vois, c'est des moteurs électriques. Alors, il y a un problème. C'est que quelqu'un s'est trompé dans les calculs. Et regarde les roues. Tu vois rien qui t'inquiète? Si, il y a des trous. Ouais, on a crevé toutes les roues. T'as vu, c'est dingue, hein? Regarde, ici, c'est complètement crevé. Elles sont crevées, on a abîmé les roues. Alors, tu as 6 roues. Tu as... Ah ben dis donc, j'ai oublié de te demander, qui est-ce qui a pris la photo? Je sais pas. À ton avis? Toi? Alors non, c'est pas moi, parce que moi, tu vois, je suis ici. C'est pas moi qui ai pris la photo, parce que moi, avec notre équipe, au CNES, on a construit tout ça. Mais à qui a pris la photo, à ton avis? Un photographe? Non, parce qu'on n'a pas envoyé un photographe. Jean-Jacques? Non, Jean-Jacques, il aurait bien aimé. Extraordinaire. À ton avis, qui a pris la photo? Si tu veux te prendre en photo, tu fais comment? Je demande à quelqu'un. Ou bien si tu es tout seul? Je le fais moi-même. Ouais, comment on fait? On fait comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ça s'appelle comment, ça? Attends, faut que je le fasse bien. Un selfie? On fait un selfie. Eh bien, il a fait un selfie. Alors, tu sais comment il a fait? Regarde, ici, alors on ne voit pas bien. Ici, tu vois, si tu regardes de très près, ici, tu aperçois que c'est confus. Il y a un bras. Et il fait ça. Il déplie son bras. Il se prend en photo. Il fait ça. Tac, 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 tac. Il fait plein de photos. Il en fait 55. Et après, on recolle les photos. Et donc, ça, c'est un selfie. Et donc, c'est un selfie qu'on a fait sur Mars. Et d'ailleurs, on ne voit plus le bras. C'est pour ça qu'il n'y a plus le bras. Donc, tu vois, il y a 6 roues. Il y a un bras. Il y a un mât. Et sur le mât, il y a des caméras. Alors ça, c'est ici. Je pense qu'on est dans le 1000 concernant la jeunesse et Photobrac. Hein. Effectivement, on est dans le 1000, ouais. Je suis en train de faire le tour tranquillement pour voir si tout est en ordre, mais ça l'est. Ça l'est absolument. Et regarde. Là, il y en a une, deux. Alors là, il y en a 1, 6, 7. 2, 3, 4, 5. Ici, il y en a 6, 7, 8. Il y en a plein des caméras. Alors regarde, il y a autre chose. Tu sais ce que c'est, ça, la petite truc là? Non. Ben, c'est une antenne. C'est pour nous parler. Il nous parle par radio. Il nous envoie des ondes radio avec ces antennes. Et puis, ça aussi, c'est une antenne. Ici, il y a une petite antenne qui va être... bon, pour les communications. Mais il y a aussi, surtout ici, regarde, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais ce que c'est? Ça, c'est un peu comme un panneau solaire, mais je sais plus. Exact. Bravo. Merci. Un peu plus compliqué qu'un panneau solaire, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une pile radioactive. C'est un réacteur. Ça envoie des sons. Ouais, alors ça envoie beaucoup de saleté, mais surtout ça chauffe. C'est un réacteur au plutonium. Alors tu vois, celui-là, on l'a envoyé en 2011 et il est arrivé en 2012. Et dès qu'il est arrivé, il a fait plein de très belles découvertes. Tu vois, il a fait des petits trous dans le sol. Il n'en fait pas beaucoup, mais il a fait des trous. Et alors là, ceux qui l'ont construit, c'est la NASA. Mais la NASA, lui, qui veut construire les instruments. Et donc, nous, en France, on a construit ça. Et quand il est arrivé, 2 ans après, on s'est dit, tiens, ça serait bien d'en faire un autre. Encore mieux. Regarde, il est là, le nouveau. C'est presque le même. Alors, est-ce que tu es capable de voir une différence? C'est encore un selfie. Tu vois, on ne voit pas le bras.
Il a toujours ses antennes, il a toujours son réacteur au plutonium, il a toujours son mât. Alors il y a un petit peu moins de caméras là. Il ressemble. Et regarde les roues. Ce coup-ci, on s'est plus trompé. Oui. Alors là, on était meilleur pour les roues. Mais on Aussi, s'est. il y a le truc jaune là-haut. Oui, mais elle y est déjà. Regarde. Ici, elle est déjà. Ça s'appelle l'antenne. Et regarde, il y a autre chose. On lui a dit tiens, on va faire quelque chose d'étonnant. Le genre de pont là. Exact. Bravo. Alors, je savais pas que tu. Mais il est bon, hein. C'est un truc on a senti que sur celui-là, il y avait un peu de flexion, donc on a renforcé ici avec un arc. Mais il y a autre chose. Regarde bien sur le reste de la photo. Regarde là-haut. Qu'est-ce qu'il a emmené là? Un ordinateur. Non, qu'est-ce qu'il a emmené là? Il a emmené un petit passager avec lui, et c'est un drone. T'as déjà vu des drones? Oui. Eh bien, c'est le premier drone à la surface de Mars. Regarde, si tu regardes bien, il a un petit panneau solaire. Il a 2 grandes ailes qui tournent très 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 vite. Et c'est la première fois, avec celui-là, c'était la première fois qu'on roulait sur des grandes distances sur Mars. Et là, c'est la première fois qu'on vole sur Mars. C'est cool. Hein? Magnifique. C'est comment ton prénom, jeune homme? Thomas. Thomas. Et au monsieur, tu as demandé comment il s'appelait? Il s'appelle Maurice. Voilà. Bon, je sais pas qui il est, ce petit-là. Je sais pas où sont la famille, les parents. Il est extraordinaire. Et je pense que la relève, justement. Est-ce que ça pourrait t'intéresser, toi, de travailler dans le domaine de l'espace? Oui, ça m'intéresse. Pour quelle raison ça peut t'intéresser? Parce que Jean-Jacques, je lui ai posé une question et il m'a répondu que. Et je lui ai posé, c'est pour comment on flotte dans l'espace, et il m'a dit que je sais plus trop, mais il y avait la gravité et un autre mot que je me rappelle plus, et c'est comme si tu te poussais sur le mur avec le petit doigt et tu vas, par exemple de là à là-bas par exemple. Exactement. Mais il est. T'as quel âge? 7 ans et demi. Je crois qu'on est tous scotchés. 7 ans et demi, messieurs, dames, je suis désolé. Non, mais c'est extraordinaire, c'était pas prévu du tout. J'avais repéré que quand on discutait, ce jeune homme, il nous regardait avec des grands yeux. Bravo, franchement, crois en tes rêves. Et puis, même si tu vas dans l'espace un jour, ce qu'on te souhaite, prends soin de la planète. Parce qu'on va te la laisser et on va faire ce qu'on peut pour faire du mieux possible. Merci, mon bonhomme. Au revoir. Tu peux rester avec nous, hein, au contraire. Non, par contre, on va pas tarder à conclure parce que vous avez un emploi du temps chargé, et même si ça sera vu par des milliers de personnes au résultat. Alors là, c'est quoi ça? C'est un lagon version locale? Là, on est encore sur Mars. Ça, c'était pris par un des orbiteurs, c'est Mars Express. C'est un des cratères dans lequel on a de la glace. Et effectivement, sur Mars, on va trouver de la glace de CO2, ce qu'on appelle la neige carbonique, et avec quelques traces de glace d'eau. Donc ça, c'est l'histoire de Mars et de son climat d'aujourd'hui. Il y a toujours cet aller-retour sur Mars entre ce qu'était Mars hier et ce qu'est Mars aujourd'hui. Et donc on voit ici nos Il est un peu narcissique, hein, notre petit robot là quand même. Hein. Alors oui, on est un peu des obsédés des selfies. On voit un peu mieux ici parce qu'on voit ce fameux mât qui se lève. Alors il est tronqué parce qu'encore une fois il a fait toutes ces photos, on voit les roues qui sont abîmées. Oui, alors justement là il y a des solutions qui sont envisagées et qui sont même trouvées, j'imagine, pour les roues là. En tout cas il n'y en a pas pour les réparer, c'est ça le problème, c'est qu'une fois qu'on est sur place on n'envoie pas quelqu'un pour aller le réparer, et donc on vit avec. Et les solutions, c'est de trouver des passages plutôt dans le sable pour pas abîmer les roues, mais en même temps dans le sable on a peur de s'enliser, donc on essaie de trouver des solutions qu'on appelle le contournement. Voilà, il faut vivre avec. Et vous parliez de drones tout à l'heure, peut-être que les prochains auront des moyens de déplacement aérien, dirais-je. Le drone est une des solutions, ça ne fonctionne pas forcément très facilement, moi c'est une solution. Ça c'est une très belle photo, j'aime beaucoup cette photo parce que c'est une au départ elle était vieille, on l'a refaite il n'y a pas longtemps, parce que vous voyez, c'est des impacts comme ça, ce sont des objets qui tombent du ciel, assez gros, qui vont faire un trou. Alors souvent ça fait rebondir le centre, donc il y a une petite montagne au centre, le trou on voyait qu'il remonte, et puis ça tombe dans ce qu'on appelle le régolithe, le sol martien qui est chargé d'eau. Et on le voit très bien parce que ça va faire cette pellicule, ces pétales, on appelle ça des éjectalobés, des pétales chargés d'eau, et on voit bien que ça a entraîné des écoulements d'eau. Et ça, c'est des premières preuves comme quoi dans le sol de Mars, il y avait de l'eau. Et ça c'est juste magnifique. En plus vous êtes peut-être des artistes.
la nature. Oui, ça c'est la nature, mais c'est... C'est comme sur Terre. Après, est-ce qu'on a est-ce qu'on est capable d'en capturer l'essence et la beauté? Alors là, on voit des ombres solaires. Une journée sur Mars, c'est combien de... 24 heures et 40 minutes. D'accord. Et donc là, on voit que le soleil arrive par là, on voit l'ombre, on voit un champ de dunes dans le vent qui est structuré, très structuré, plutôt stable pour celui-ci. Donc largeur 750 mètres, c'est ce qui est écrit en dessous, pour une profondeur de 75 mètres. Voilà. Jeune homme, je sens que tu as une question. Non, j'ai pas de question. Je te voyais arriver motivé. Je veux dire un truc. En fait, moi, hier, c'était la première fois que je voyais un astronaute français dans ma vie. Et là, c'est le deuxième astronaute. Par contre, ils n'ont pas les équipements. Oui, mais il y a la fusée qui est garée à côté. Tu l'as pas vue en arrivant? Non. Ah bah alors là, cherche bien, parce que elles sont cachées, les fusées, mais il y en a, promis. Je savais pas. Non, tu verras. Non, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a une conférence tout à l'heure qui va être passionnante et on va parler des fusées de Tintin. Tu connais Tintin? Tintin et Milou, non? Oui, je connais. Il y a une jolie fusée rouge et blanche et il va y avoir des parallèles avec les fusées de Tintin, justement Hergé, et les fusées. Merci, jeune homme. Bah écoutez, mille fois merci, c'est passionnant quand même. Là, vous avez un emploi du temps qui est ultra chargé. C'est quoi les calendriers à venir dans les décennies à venir? Parce que maintenant, ça se joue en décennies. Ouais, on n'est pas super rapide parce que c'est compliqué ce qu'on fait. Donc la prochaine grande étape, c'est probablement ce qu'on appelle le retour d'échantillons. On a toujours fait que des allées simples vers Mars. Et donc c'est se poser et revenir, et ça sera en 2033. 2033, on sera pour la première fois capable de rapporter quelques cailloux de Mars qu'on va analyser dans nos laboratoires pour répondre à la question, y a-t-il eu un jour de la vie sur Mars? Eh ben oui, et juste une dernière... Alors, c'était une magnifique conclusion. Normalement, je devrais m'arrêter là, mais j'avais une question en route. Pour aller sur Mars, c'est quoi? C'est 6 mois, non? C'est ça? Alors, selon le type de trajectoire, on a des trajectoires entre 7 mois ou plus courts jusqu'à 2-3 ans, c'est variable. On aime bien les trajectoires de 7 mois. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Merci infiniment, merci beaucoup, c'est passionnant à venir voir ici à Photobrac. Vous êtes ici jusqu'à quand? À moi pour la journée, pour en profiter, et puis un peu demain matin. Avec une conférence tout à l'heure ici à Masbinol. Exactement, une conférence à 18h, en espérant qu'il y ait plein de monde. Voilà, en espérant qu'il y ait plein de monde à retrouver, bien sûr. Merci infiniment, merci pour ces voyages galactiques, interstellaires et tout. Puis si vous aimez le cinéma, allez voir des films intelligents. Il y en a un que je ne saurais que trop vous conseiller, qui a quelques années maintenant, moi qui m'a beaucoup touché, c'est le film Interstellar. Très beau. Je pense qu'à mon avis... Ouais, très beau film, très très réussi. Ouais. Très réussi à mon avis, ouais. L'échelle du temps, voilà, ça dépend à quelle heure on règle sa montre. Hein. Et pour peu que les montres se décalent l'une par rapport à l'autre, on ne sait jamais. Merci beaucoup, on se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère. À très vite.